Pendant 35 ans, j'ai franchi les mêmes portes vitrées de Mercier & Fils, une entreprise familiale devenue un géant de la logistique dans la région lyonnaise. Chaque matin, je saluais Martine à l'accueil, prenais mon café serré au distributeur du 2e étage et m'installais dans mon bureau au store vénitien perpétuellement coincé. Ces rituels avaient sculpté mes journées, mes années, ma vie entière. Ce mardi de novembre, sous un ciel bas et gris, j'aurais dû sentir que quelque chose clochait. Dans l'open space, les conversations s'éteignaient à mon approche. Des regards fuyants, des sourires crispés. Je pensais naïvement qu'il s'agissait des préparatifs pour mon pot de départ à la retraite, prévu dans 3 mois. 35 ans de loyauté méritaient bien une surprise, après tout. Je venais de terminer une présentation sur l'optimisation des coûts de transport, mon dernier grand projet avant de passer le flambeau à Jérôme, mon protégé depuis 10 ans. À 59 ans, j'avais tout préparé pour cette transition. Dossiers étiquetés, procédures documentées, contacts clients soigneusement répertoriés, une vie professionnelle parfaitement archivée, prête à être transmise. L'email de Philippe Mercier, directeur général et fils du fondateur, est arrivé à 14h37 précise. Pouvez-vous passer à mon bureau à 15h? Urgent. Pas de formule. De politesse, pas de contexte. Inhabituel pour cet homme d'ordinaire si formel, si respectueux des convenances. J'ai senti un léger pincement au cœur, mais je l'ai ignoré. Une carrière sans faute ne prépare pas à l'idée d'être convoqué, comme un débutant. Son bureau occupait l'angle nord-ouest du 4e étage, avec vue sur le Rhône. Je connaissais ce lieu mieux que ma propre maison. Le vieux bureau en acajou, les photos de famille sur l'étagère, cette tache de café sur la moquette datant de 2011, quand nous avions fêté la signature du contrat de l'Orme. Je m'y étais toujours senti à ma place. Ce jour-là, pourtant, quelque chose avait changé. Philippe ne s'est pas levé à mon entrée. Pas de main tendue, pas de « comment ». « Vas-tu, Michel ?» Habituel. À ses côtés, Hélène Fournier, la nouvelle DRH, consultait son tablet avec une concentration excessive. « Assieds-toi ». Sa voix était neutre, professionnelle. Trop professionnelle. J'ai obéi, les jambes soudain lourdes. Entre nous, sur le bureau, une chemise cartonnée bleue, mon nom inscrit en haut. « Tu dois te douter pourquoi je t'ai fait venir » a-t-il commencé. « Non, justement. Je ne me doutais de rien. Comment aurais-je pu imaginer qu'on s'apprêtait à broyer 3 décennies de dévouement en 15 minutes d'entretien? La restructuration, il a éclairci sa gorge. Nous devons réduire les effectifs de 20% avant la fin de l'année. Silence. J'ai fixé le dossier bleu sans comprendre. Tu comprends, avec la fusion, beaucoup de postes font double emploi. La fusion, bien sûr. Depuis 6 mois, Mercier & Fils négociait son absorption par le groupe Lefebvre. J'avais moi-même préparé les dossiers, analysé les synergies potentielles. J'avais travaillé nuits et week-ends pour que cette transition se passe au mieux. Michel, tu es l'un de nos plus anciens collaborateurs. Ton engagement a été exemplaire. Le passé composé. Déjà. Nous te proposons un départ anticipé, immédiat. Le monde s'est figé autour de moi. Les mots résonnaient sans faire sens. Départ anticipé, immédiat. Bien entendu, nous avons préparé un package convenable. Hélène a poussé vers moi le dossier bleu. À l'intérieur, des chiffres, des paragraphes en petits caractères, un stylo siglé Mercier & Fils, comme si je devais être reconnaissant de pouvoir signer mon arrêt de mort avec un stylo à l'effigie de mon bourreau. Tu as jusqu'à demain pour réfléchir, mais le groupe Lefebvre insiste pour finaliser l'organigramme cette semaine. J'ai levé les yeux vers Philippe. Son regard a fui le mien. Cet homme dont j'avais connu le père, que j'avais vu grandir, à qui j'avais appris les ficelles du métier lors de ses stages d'été, n'avait pas le courage de me regarder en face. Je suis sorti de son bureau sans un mot, le dossier bleu à la main, aussi lourd qu'une pierre tombale. Le trajet jusqu'à mon appartement dans le 6e arrondissement me parut interminable. Je conduisais par automatisme, l'esprit embrumé par ce qui venait de se passer. Sur le boulevard des Belges, je faillis emboutir une voiture qui freinait devant moi. Un coup de klaxon rageur me ramena momentanément à la réalité, mais mon cerveau refusait toujours d'intégrer la situation. Licencié, à 3 mois de ma retraite, mis à la porte comme un malpropre, je me garais en bas de mon immeuble haussmannien. Un luxe que je m'étais offert après mon divorce, 10 ans plus tôt. 15 ans de mensualité, un engagement financier calculé jusqu'à ma retraite, jusqu'à une retraite qui venait soudainement de s'éloigner. L'ascenseur était en panne, encore.
Je gravis les 4 étages, le souffle court, le dossier bleu toujours serré contre ma poitrine. Dans l'appartement silencieux, je posais mécaniquement mes clés dans le vide-poche de l'entrée, accrochais mon manteau, alignais mes chaussures sur le tapis comme n'importe quel jour ordinaire. Comme si maintenir ces gestes quotidiens pouvait empêcher mon monde de s'écrouler. Je déposai enfin le dossier sur la table de la cuisine. Il me fallut 2 verres de Côte-du-Rhône avant d'oser l'ouvrir. Les termes étaient froids, techniques, déshumanisés. On m'offrait 18 mois de salaire, une aumône déguisée en générosité, un accompagnement vers la retraite par un cabinet spécialisé, une formule creuse pour dire qu'on m'abandonnerait aux bons soins d'un consultant junior qui me montrerait comment rédiger un CV que personne ne lirait. À presque 60 ans dans ce marché du travail impitoyable, qui voudrait de moi? Je calculais rapidement. Avec mon crédit immobilier, mes charges courantes, la pension alimentaire pour ma fille encore étudiante, ces 18 mois de salaire fondraient comme neige au soleil. Et après, une retraite amputée, incomplète, insuffisante. Le téléphone sonna. Le nom de Claire, ma fille, s'afficha sur l'écran. Je laissai sonner. Comment lui annoncer? Comment lui dire que son père, ce pilier qu'elle avait toujours connu solide et fiable, venait de se faire balayer comme un fétu de paille? Elle comptait sur moi pour l'aider à financer son master à l'étranger l'année prochaine. Un projet, longuement mûri, une promesse que je lui avais faite. La nuit fut blanche. Je relus le contrat une dizaine de fois, cherchant une faille, une clause abusive, un détail qui pourrait me sauver. Mais tout semblait juridiquement bétonné. Le groupe, Mercier, avait dû payer cher son cabinet d'avocats pour verrouiller la situation. Ironiquement, j'avais moi-même contribué à la bonne santé financière qui leur permettait aujourd'hui de s'offrir les services de ces spécialistes en rupture de contrat. À l'aube, épuisé, je me tenais devant ma baie vitrée, observant Lyon s'éveillait dans la brume matinale. Les lumières s'allumaient une à une dans les immeubles voisins, des vies qui continuaient leur cours, des gens qui se préparaient à partir au travail, ignorant leur chance. Cette routine que je maudissais parfois était devenue en quelques heures un luxe inaccessible. Mon téléphone vibra. Un message de « Jérôme, mon protégé. J'ai appris, je suis désolé, on peut se voir ?» Ainsi, tout le monde était déjà au courant. Pendant que je digérais le choc, la machine à rumeurs de l'entreprise tournait à plein régime. J'imaginais les discussions à la machine à café, les regards compatissants, les « c'est malheureux » et autres remarques hypocrites. 35 ans de carrière, réduits à un potin de couloir. Je ne répondis pas à Jérôme. Pas immédiatement. Une partie de moi lui en voulait, bien qu'il n'y fût pour rien. Il allait probablement hériter de mon poste, de mes dossiers, de ma vie professionnelle. À un salaire moindre, bien sûr. C'était sans doute l'un des arguments économiques qui avait scellé mon sort. À 8 heures, je pris une douche brûlante, me rasai soigneusement, enfilai mon plus beau costume. Pas celui des grands jours, non. Celui des mauvais jours, celui que je portais lors des enterrements et des réunions difficiles. Une armure de tissu pour affronter la bataille qui m'attendait. Car j'avais pris ma décision durant cette nuit d'insomnie. Je n'allais pas disparaître silencieusement. Je n'allais pas signer ce formulaire qui niait toute ma carrière, qui balayait des décennies de sacrifices et d'engagement. J'allais me battre, pas seulement pour l'argent, mais pour ma dignité. Mon premier appel fut pour Antoine Mercier. Pas Philippe, son jeune frère devenu mon bourreau, mais Antoine, l'aîné qui avait quitté l'entreprise familiale 10 ans plus tôt suite à un désaccord avec son père. Nous étions restés en contact, partageant parfois un déjeuner discret, dans une brasserie de la Croix-Rousse, loin des regards indiscrets. « Michel, quelle surprise, comment vas-tu ?» Sa voix chaleureuse me noua la gorge. « Comment expliquer que ma vie venait de basculer ?»« Antoine, j'ai besoin de ton aide. Ton frère vient de me licencier. » Un silence au bout de la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau s'activer. « Passe à mon bureau. » Maintenant. Antoine avait créé son propre cabinet d'avocats, spécialisé en droit du travail. Une ironie du sort que je n'avais jamais imaginé exploiter un jour. Son cabinet occupait un ancien atelier de soierie dans le vieux Lyon. Quand j'arrivais, il m'attendait sur le pas de la porte, le visage grave. Il me serra dans ses bras, un geste rare entre nous, révélateur de la gravité de la situation. « Raconte-moi tout. » Je lui détaillai l'entretien de la veille, lui montrai le dossier bleu, les conditions de départ, les chiffres qui ne tenaient pas compte de ma situation réelle. Pendant que je parlais, il prenait des notes,
fronçant occasionnellement les sourcils, hochant la tête. « Tu n'as rien signé ?»« Non, j'ai jusqu'à ce soir. »« Parfait, n'y touche pas. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. « Ce qu'il te propose est légal mais à la limite de l'indécence morale. Et il y a un point qu'il semble avoir oublié. » Il se rassit, me regardant droit dans les yeux. « Le plan social n'a pas été validé par l'inspection du travail. Ils veulent aller vite, trop vite. Et surtout, ils ont négligé un détail important. Ton poste est protégé. » Je ne comprenais pas. « Tu es délégué syndical adjoint depuis 3 ans, Michel. Tu l'as peut-être oublié, mais pas moi. Ils ne peuvent pas te licencier sans procédure spécifique. C'est notre angle d'attaque. » C'était vrai. J'avais accepté ce rôle à la demande de collègues sans réellement m'investir. Une fonction honorifique que j'avais presque oubliée. Que proposes-tu ? D'abord, demander un délai supplémentaire. Ensuite, exiger une réunion avec la direction et les représentants du personnel. Ils veulent te faire partir discrètement. Nous allons mettre leur méthode sur la place publique. Pour la première fois depuis 24 heures, je sentis une lueur d'espoir. Antoine était brillant, redoutable. Il connaissait l'entreprise, de l'intérieur, ses forces et ses faiblesses. Et si ça ne suffit pas, alors nous irons plus loin. Action au prud'homme, médiatisation du conflit. Crois-moi, la dernière chose que souhaite Lefebvre en pleine fusion, c'est un scandale social. Il me tendit un stylo. Signe ça. C'est une procuration pour que je puisse agir en ton nom si nécessaire. Je signai sans hésiter. Pour la première fois de ma vie, j'allais me rebeller contre cette entreprise à laquelle j'avais tout donné. De retour chez moi, je trouvais 3 messages de Philippe sur mon répondeur. Ton neutre au début, puis de plus en plus pressant. Le dernier, presque suppliant, « Michel, rappelle-moi. Nous pouvons discuter, trouver un arrangement. » Je ne rappelais pas. Au lieu de cela, je contactais Bernard, représentant syndical principal, lui expliquant la situation. Sa réaction dépassa mes espérances. « C'est salaud. Il commence par les plus anciens et après, ce sera notre tour. On ne te laissera pas tomber, Michel. » Le lendemain matin, je me présentais à l'accueil de Mercier & Fils, ma carte de salarié en main. Martine, à la réception, me regarda avec un mélange de surprise et d'embarras. « Michel, on m'a dit que... » « Je suis toujours employé ici. »« Martine, mon badge fonctionne-t-il encore ?» Elle vérifia mal à l'aise. « Ouais, mais... » Alors tout va bien. Je montai directement au 4e étage. Dans le couloir menant au bureau de Philippe, je croisai Hélène Fournier, la DRH. Elle pâlit en me voyant. « Monsieur Dufour, nous attendions votre document signé, car hier soir, il y a eu un changement de programme, répondis-je calmement. Je suis venu travailler comme tous les jours depuis 35 ans. Ce n'est pas possible. Votre accès au système a été désactivé? Vraiment? Sans mon accord signé? Intéressant. Mon avocat trouvera ce détail particulièrement révélateur de vos intentions. Je la laissai planter là, continuant mon chemin vers le bureau de Philippe. Sa secrétaire tenta de m'arrêter, mais j'entrai sans frapper. Il était au téléphone, probablement avec les dirigeants de Lefebvre. Il me vit et blêmit. « Je te rappelle, » dit-il précipitamment avant de raccrocher. Nous nous sommes regardés, un long moment, 2 adversaires qui se jaugeaient. Finalement, je posai sur son bureau le dossier bleu non signé. Je ne partirai pas, Philippe, pas comme ça. Les jours qui suivirent furent électriques. Ma présence dans les locaux créait un malaise palpable. Certains collègues m'évitaient, craignant sans doute d'être associés à un rebelle. D'autres me témoignaient discrètement leur soutien. Un café déposé sur mon bureau sans un mot. Un document glissé sous ma porte contenant des informations confidentielles sur la fusion. Je continuais à travailler comme si de rien n'était, traitant mes dossiers habituels. On m'avait effectivement coupé l'accès à certains systèmes, mais pas à tous. Une négligence qui me permettait de documenter méticuleusement chaque irrégularité dans le processus de restructuration. Antoine avait engagé les procédures formelles, une mise en demeure enjoignant Mercier & Fils à respecter mon statut protégé, une demande d'audience auprès de l'inspection du travail, des courriers aux représentants du personnel exigeant une réunion extraordinaire du comité d'entreprise. Une semaine après mon refus de signer, Philippe me convoqua à nouveau. Cette fois, un homme en costume sombre l'accompagnait. Me voyant arriver avec Antoine, il ne put cacher sa surprise. « Je vois que tu as choisi la voie de l'affrontement », commença Philippe, le ton amer. « Non, j'ai choisi la voie du respect », répondis-je calmement. «
respect de mes droits, respect de mes années de service. L'homme en costume se présenta comme maître Durieux, conseil juridique du groupe Lefebvre. Il prit immédiatement la parole. « Monsieur Dufour, votre situation est regrettable, mais votre statut syndical ne vous protège pas dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, validé par les instances représentatives. » Antoine sourit légèrement. « Plan qui n'a pas encore été validé, chers confrères, et qui présente plusieurs irrégularités que nous nous ferons un plaisir de porter à la connaissance du tribunal si nécessaire. » Il sortit un dossier de sa serviette, notamment ses projections financières qui démontrent que la situation économique ne justifie nullement les suppressions de postes prévues, des documents internes que mon client a pu se procurer. Les deux hommes en face d'eux nous se raidirent. Ces documents étaient censés rester confidentiels. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer la stratégie d'Antoine, insinuer que nous possédions des informations compromettantes sans révéler nos sources. Vous comprendrez que dans ces conditions, nous ne pouvons accepter un départ anticipé sans garantie substantielle, poursuivit Antoine. Mon client exige le maintien de son poste jusqu'à sa retraite prévue, ou à défaut, une indemnité équivalente à son salaire complet jusqu'à cette date, la prise en compte intégrale de ses trimestres pour sa retraite et une compensation pour préjudice moral. Philippe se tourna vers moi, le regard indéchiffrable. « C'est vraiment ce que tu veux, Michel, après toutes ces années ?»« Ce que je veux ?» J'ai marqué une pause. « Ce que je veux, c'est pouvoir me regarder dans la glace. Ce que je veux, c'est que mes 35 années de dévouement ne se terminent pas par une humiliation. Ce que je veux, Philippe, c'est la justice. » Un silence pesant s'installa. Finalement, Maître Durieux referma son dossier. « Nous examinerons vos demandes et reviendrons vers vous. » En sortant, Antoine me serra l'épaule. « Premier round gagné, ils sont déstabilisés. » J'aurais dû me sentir victorieux, mais une profonde tristesse m'envahit. Cette entreprise avait été ma seconde famille. J'y avais passé plus de temps qu'avec ma propre épouse, j'y avais noué des amitiés profondes, vécu des moments intenses de solidarité et de fierté collective. Aujourd'hui, je me battais contre elle comme contre un ennemi. Le lendemain, l'atmosphère au bureau avait changé. On chuchotait sur mon passage, mais différemment. J'interceptais des regards admiratifs, des hochements de tête approbateurs. À la cantine, Bernard, le délégué syndical, vint s'asseoir à ma table. « Le comité d'entreprise se réunit demain en session extraordinaire », m'annonça-t-il. « Ton cas sera le premier point à l'ordre du jour. » Comment ont-ils réagi? Ils sont furieux. Ils n'avaient pas prévu que tu riposterais. Tu sais ce qu'ils comptaient en faire. Licencier progressivement tous les salariés de plus de 50, c'est ceux qui coûtent le plus cher, tu n'étais que le premier. Cette révélation me glaça. Ce n'était donc pas seulement ma retraite qui était en jeu, mais toute une génération de travailleurs fidèles. Comment le sais-tu? On a nos sources, sourit-il mystérieusement. Disons que certains cadres n'approuvent pas les méthodes de la nouvelle direction. Le soir même, je reçus un appel d'Hélène Fournier, la DRH. « Monsieur Dufour », commença-t-elle avec une formalité nouvelle, « nous souhaiterions reprendre les négociations dans un cadre plus constructif. Je vous écoute. Nous sommes prêts à revoir notre proposition. Maintien de votre salaire jusqu'à votre date de retraite prévue, cotisations incluses. En échange, vous accepteriez une mise en disponibilité immédiate. » Il cédait sur l'essentiel. Une victoire. Pourtant, je n'éprouvais aucune satisfaction. « Je dois consulter mon avocat », répondis-je laconique. « Bien sûr, mais sachez que cette offre est conditionnée à votre discrétion absolue sur l'essai. Terme de notre accord. » Voilà ce qu'il voulait vraiment, mon silence. Que je disparaisse sans faire de vagues, sans alerter mes collègues du sort qui les attendait. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. La proposition de la direction tournait en boucle dans mon esprit. D'un point de vue purement personnel, c'était une victoire. J'obtiendrais l'équivalent financier de ce que j'espérais, une retraite sans pénalité, une transition douce. Je pourrais commencer dès maintenant cette nouvelle vie que j'avais planifiée. Voyage, temps avec Maja. Fille, peut-être ce petit atelier de menuiserie dont je rêvais depuis des années, mais à quel prix moral? J'allumai la lampe de chevet, dérangeant Minou, mon vieux chat qui dormait paisiblement au pied du lit. Il me regarda, plein de ce reproche propre aux félins qu'on dérange sans raison valable, avant de s'étirer et de venir se blottir contre moi. Sa présence chaleureuse m'apaisa un peu. À l'aube, épuisé, je pris mon téléphone et composai le numéro de Sophie, ma fille.
Malgré l'heure matinale, elle décrocha immédiatement. « Papa, tout va bien ?» Sa voix inquiète me rappela que je n'étais pas du genre à appeler à 6 heures du matin. Je lui expliquai la situation, les licenciements prévus, ma résistance, l'offre de compromis. « Et maintenant, je ne sais plus quoi faire », conclus-je, la gorge serrée. Un silence au bout de la ligne, puis sa voix claire et ferme. « Papa, toute ma vie, tu m'as appris à ne jamais abandonner mes principes. Tu m'as toujours dit que l'intégrité valait plus que l'argent. Je sais, ma chérie, mais il n'y a pas de mais. Regarde la vérité en face. Ils t'achètent pour que tu te taises, pour pouvoir faire la même chose à d'autres sans résistance. Si je refuse, je mets en péril ton master à Londres. » Nouveau silence. Je savais que je jouais un coup bas en invoquant ses études. Ce master en économie environnementale était son rêve, sa chance de travailler sur des projets qui lui tenaient à cœur. « On trouvera une solution, » répondit-elle finalement. « Je peux postuler à des bourses, travailler à mi-temps. Ce ne sera pas la première étudiante à se débrouiller. Je ne veux pas que tu sacrifies. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix, comme celui que tu dois faire maintenant. » Après cet appel, je me préparais mécaniquement. Sous la douche, l'eau chaude semblait emporter avec elle les derniers vestiges de mes hésitations. Sophie avait raison. Toute ma vie, j'avais défendu certaines valeurs. Allais-je les trahir maintenant, au dernier acte de ma carrière? Je retrouvai Antoine dans un café près de son cabinet. Il étudia l'offre, hocha la tête avec satisfaction. « C'est une bonne proposition, Michel. Il cède sur tous les points essentiels. Sauf un. Ils veulent m'acheter. » Il posa son stylo, me regardant avec attention. « Explique-moi. » Cette clause de confidentialité. Elle m'interdit de parler des vrais motifs de mon départ, des méthodes de l'entreprise, du plan caché de licenciement des seniors. C'est standard dans ce genre d'accord. Peut-être, mais ça fait de moi un complice. Antoine soupira, passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Je comprends ton dilemme moral, Michel, mais sois réaliste. Si tu refuses cette offre, la bataille sera longue, coûteuse, sans garantie de succès. Et si je rassemblais les autres seniors menacés, si nous faisions front commun? Une action collective? C'est possible, mais compliqué. Beaucoup auront peur de s'engager, préféreront négocier individuellement. » Il avait raison, bien sûr. La peur était l'arme la plus efficace des employeurs. La peur du chômage, de l'insécurité financière, de l'avenir incertain. À midi, je me rendis à l'entreprise pour déjeuner à la cantine, comme tous les jours. Je voulais observer mes collègues, ces hommes et ces femmes avec qui j'avais partagé tant d'années. Beaucoup ignoraient encore qu'ils figuraient sur une liste invisible de dispensables. Jérôme, mon protégé, vint s'asseoir en face d'eux. Moi, son visage trahissait son inconfort. « Michel, je voulais te dire qu'ils t'ont proposé mon poste. » Il acquiesça gêné. « Je n'ai pas accepté. Pas encore. Je voulais te parler d'abord. » Ce jeune homme avait du cœur. Je lui souris, touché par sa loyauté. « Tu devrais accepter, Jérôme. Ce n'est pas ta faute et tu feras du bon travail. Mais ce qu'ils te font, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. La question est, que faisons-nous face à l'injustice ?» Son regard s'éclaira d'une compréhension nouvelle. « Tu vas continuer à te battre. » Ce n'était pas une question. En prononçant ces mots, il avait révélé ma décision avant même que je ne la formule clairement. De retour chez moi, je rédigeais ma réponse à la direction. Je refusais leur offre de mise en disponibilité. J'exigeais ma réintégration complète jusqu'à ma date de retraite initialement prévue. Et j'ajoutais une condition, l'annulation des autres licenciements planifiés des salariés seniors. En envoyant ce message, je savais que je venais de déclarer une guerre ouverte, une guerre que je n'étais pas certain de gagner, mais pour la TAI. Première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec moi-même. La réaction de la direction fut immédiate et brutale. Le lendemain matin, mon badge ne fonctionnait plus. Un vigile posté à l'entrée m'informa que j'étais désormais interdit d'accès au bâtiment. Dans ma boîte mail personnelle, une lettre de mise à pied conservatoire, invoquant des fautes graves, fantasmagoriques, divulgation d'informations confidentielles, tentative de déstabilisation de l'entreprise, comportement inapproprié. Je me tenais sur le trottoir, face à cet immeuble que j'avais considéré comme ma seconde maison pendant 3 décennies et demie. Une pluie fine commençait à tomber, typique de Lyon en novembre. J'aurais pu me sentir défait, humilié. Pourtant, une étrange sérénité m'habitait. Ils venèrent de commettre une erreur tactique majeure.
Il panique, confirma Antoine, quand je lui racontai la situation. Cette mise à pied est totalement illégale, dans le contexte d'une procédure impliquant un représentant syndical. Il nous offre des munitions supplémentaires. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités juridiques. Antoine déposa des recours en référé, des demandes d'intervention auprès de l'inspection du travail. Je contactai un journaliste du Progrès que je connaissais vaguement, lui expliquant la situation. L'article parut 2 jours plus tard, sobre mais implacable. Mercier en fils accusé de discrimination liée à l'âge. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait au sein de l'entreprise. Bernard, le délégué syndical, m'appelait quotidiennement pour me tenir informé. Un mouvement de solidarité prenait forme. Des collègues que je connaissais à peine arboraient discrètement des badges improvisés avec le message « Justice » pour Michel. Une pétition circulait. La machine à café du 3e étage était devenue le quartier général d'une résistance pacifique mais déterminée. Le point culminant survint 1 semaine après ma mise à pied. Une réunion extraordinaire du comité d'entreprise avait été convoquée pour avaliser le plan social. Selon Bernard, l'ambiance était électrique. Philippe est arrivé avec 2 types de chez Lefebvre. Il pensait que ce serait une formalité. Et alors ? Alors, Sandra des ressources humaines a pris la parole. Tu sais, celle qui ne dit jamais « rien ». Elle a sorti un dossier entier documentant comment la direction avait ciblé spécifiquement les salariés de plus de 50 ans, calculant les économies réalisées sur chaque tête. Puis Jean-Marc de la comptabilité a présenté les vrais chiffres de l'entreprise, montrant que la situation financière ne justifiait absolument pas un plan social de cette ampleur. Comment ont-ils réagi ? Philippe a exigé de savoir qui avait fourni ces documents. Personne n'a répondu. Puis il a voulu ajourner la réunion. Le représentant de Lefebvre avait l'air furieux. Le lendemain, contre toute attente, je reçus un appel de Philippe lui-même. « Michel, il faut qu'on parle, pas avec les avocats, juste toi et moi. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant de Villeurbanne, territoire neutre. Philippe semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits sans sommeil. « Tu as gagné », commença-t-il sans préambule. « Lefebvre menace de se retirer de la fusion si nous ne réglons pas ce problème immédiatement. » Je gardai le silence, attendant. La suite. « Voici ce que je te propose. Tu reprends ton poste dès demain. Tu travailles jusqu'à ta date de retraite prévue. Nous te versons une compensation pour le préjudice subi. En échange, tu calmes le jeu en interne. » Et les autres licenciements prévus? Il soupira profondément. Le plan est suspendu. Nous allons le reconsidérer selon d'autres critères. J'ai besoin de garanties écrites. Tu les auras. Un silence s'installa entre nous, lourd de non-dits. Finalement, la question qui me brûlait les lèvres franchit mes lèvres. Pourquoi, Philippe? Pourquoi m'avoir traité ainsi après toutes ces années? Il passa une main fatiguée sur son visage. Lefebvre exigeait des réductions d'effectifs. Immédiates. Il voulait voir notre détermination à optimiser les coûts. Il eut un rire sans joie. Je suppose que je voulais leur montrer que j'étais un manager moderne, capable de prendre des décisions difficiles, même si cela signifiait sacrifier quelqu'un qui avait travaillé avec mon père. Je n'éprouvais ni colère ni satisfaction à cet aveu. Juste une immense tristesse devant la faillite morale d'un système qui transformait des hommes décents en exécuteurs sans scrupules. « Je reviendrai demain », conclus-je simplement. « Mais ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. » Le retour fut étrange. Mes affaires avaient été remises à leur place, comme si je n'étais jamais parti. Sur mon bureau, une plante que j'avais négligée avant mon départ forcé avait été soigneusement arrosée. Un post-it anonyme y était collé. « Bienvenue à la maison ». Les semaines suivantes furent un lent retour à une normalité différente. Je terminais mes dossiers en cours, formais Jérôme pour qu'il puisse me succéder en douceur. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans l'entreprise. Les gens parlaient plus ouvertement, questionnaient davantage les décisions. Le respect n'était plus automatique, il devait être gagné. La fusion avec Lefebvre fut finalement annulée, officiellement à cause de divergences stratégiques. Officieusement, selon les rumeurs, le groupe avait été refroidi par ce qu'ils appelaient l'incident Dufour et les risques sociaux qu'il avait révélés. Le jour de mon véritable départ à la retraite arriva enfin. Pas de mise à la porte, discrète cette fois,
mais une fête organisée par mes collègues dans la grande salle de réunion. Discours chaleureux, cadeaux, anecdotes partagées entre rires et larmes. Philippe fit une brève apparition, me serra la main maladroitement, puis s'éclipsa. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me sentis étrangement léger. J'avais gagné. Certes, mais ma victoire dépassait largement mon cas personnel. Quelque chose avait changé dans les regards, dans les attitudes. Une petite graine de courage avait été plantée. Le lendemain matin, pour la première fois en 35 ans, je ne mis pas mon réveil. Je m'éveillais naturellement avec le chant des oiseaux. Dehors, le printemps s'installait doucement sur Lyon. Je préparais mon café, souriant à l'idée que je pouvais désormais prendre tout mon temps pour le déguster. Mon téléphone vibra. Un message de Sophie. « Fier de toi, papa. » Toujours. Je contemplais la journée qui s'ouvrait devant moi, puis toutes celles qui suivraient. Des journées libres, des journées à moi, mais aussi des journées riches d'une dignité préservée, d'une bataille menée jusqu'au bout. J'avais appris sur le tard que même après 40 ans de loyauté, il fallait parfois se battre pour le respect. Et cette leçon, aussi douloureuse fut-elle, valait tous les pots de départ du monde.